Rebonjour et bienvenue dans cette seconde partie. Comme je vous avais déjà annoncé en prélude dans la première partie, si ce n'est pas encore déjà fait, je vous invite à la voir. On a traité donc sur le sujet, le caractère, disons, opérationnel des marchés financiers et je vous retrouve donc pour cette deuxième partie, après le générique bien sûr. Bien, donc si c'est votre première fois de me voir, mon nom est François Ablé, ou c'est la première fois de me découvrir, mon nom est François Ablé, je suis content de vous retrouver à travers cette énième vidéo qui traite donc sur les vérités du trading, qui se consacre à l'élaboration et puis aussi à expliquer un peu à tous ceux et toutes celles qui veulent se lancer sur les marchés financiers, qui le découvrent à travers les réseaux sociaux, de faire très attention et de suivre attentivement notre vidéo parce que nous vous disons donc les vérités qui n'ont jamais été dites depuis plusieurs années. On a tous commencé à quelque part de cette manière. On a été aussi entraînés par plusieurs personnes qui nous ont fait croire des choses, mais qu'est-ce qui a fait que nous nous sommes distingués des autres? C'est parce que pendant que d'autres veulent rester dans des schémas qui ne les arrangent pas, d'autres veulent plutôt se professionnaliser, veulent atteindre un certain niveau. Et moi, c'est vrai, j'ai eu aussi un petit peu de chance puisque à la base, je suis universitaire et j'ai aussi travaillé dans des firmes de placement à Montréal. Je n'ai pas fait une grande carrière là-dedans. J'étais plutôt du côté de stagiaire. J'en ai eu quelques expériences de travail. Et cela a coïncidé donc avec mon départ donc, de la province de Québec. Donc, j'ai déménagé de Québec pour venir m'installer en Ontario. Donc, je n'ai pas eu donc, une longue et grande carrière dans le domaine institutionnel, mais je connais parce que j'y ai été dans un court laps de temps. D'accord? Et quand on rentre dans l'univers des marchés financiers au niveau institutionnel, il y a beaucoup de choses qu'on apprend et ça permet donc de se professionnaliser. Ceci dit, ça ne veut pas dire que si vous n'avez jamais été au niveau institutionnel, vous ne pouvez pas vous professionnaliser. C'est de ça donc, que nous allons traiter dans la deuxième partie sur le niveau professionnel. Donc, si vous nous prenez en cours de route, je vous convie d'abord de regarder la première partie et puis aussi de ne pas vous oublier de vous abonner à cette chaîne, de cliquer sur la cloche pour l'activer, pour recevoir toutes nos vidéos que nous mettons en primeur afin de ne pas les manquer et puis aussi de rejoindre notre canal Telegram dans lequel nous vous aidons à prendre les meilleures décisions sur les marchés financiers. Bien. Alors, la structure et la catégorie des produits manipulés. Alors, très souvent, beaucoup de personnes vont découvrir les marchés financiers sur les réseaux sociaux avec ce qu'on appelle les produits qu'on appelle les CFD. Les CFD sont des produits qui sont très récents. Et je crois que ça date de 1992 ou 1994. Les premiers produits sur les marchés financiers proviennent de la bourse de Chicago, donc des dérivés de matières premières qui datent de 83, n'est-ce pas? Ce qu'on appelait les contrats à terme et les options, ça date de 1983, la première bourse de matières premières et de produits dérivés. Et les CFD sont arrivés, ils étaient créés, je crois, à Londres. Ils sont arrivés en 92-94. Donc, les CFD sont un produit très récent. Et beaucoup de gens manipulent les CFD, mais ne comprennent pas vraiment la structure du produit, même ce qu'on appelle le contract for difference, ou certains même trade souvent les contrats futurs, mais ne comprennent pas la structure et le fonctionnement de ces produits-là. Alors, il est très important de s'intéresser et de bien étudier le caractère structurel et l'activité justement dans le domaine des produits dérivés pour comprendre qu'est-ce qu'on manipule exactement pour bien avoir cette culture donc, des marchés financiers, au niveau professionnel bien sûr. Il y a aussi l'immersion complète dans l'industrie financière et économique. Alors quand on veut devenir un trader, on est obligé de suivre justement ou de rechercher à s'intéresser à ce que les professionnels regardent. Par exemple, au niveau des médias financiers, la plupart des professionnels du trading regardent beaucoup Bloomberg, Thomson Reuters, Financial Times, New York Times, des revues comme The Economist, il y a Owanda, The Beat of Market Pulse, Market Watch, Trading Economics. Il y a beaucoup de médias financiers que les professionnels suivent
pour avoir les meilleures informations. Certains même payent à coût de 1000, de quelques des centaines d'euros, voire même, des fois, ça peut atteindre même la barre de 1000, 2000 $ par mois pour avoir des informations les plus pertinentes, les plus fraîches et les plus rapides possibles. Donc, l'industrie financière et économique fonctionne de cette manière. Donc, si vous voulez être au goût du jour, vous n'avez pas le choix que de vous immerger complètement dans cette sphère, de suivre les informations financières, les rapports de projection de politique monétaire que la Fed met à votre disposition sur le site de la Réserve fédérale, les rapports de la BCE, des choses comme ça. Donc, ce sont des éléments qui alimentent, n'est-ce pas, des réflexions et des discussions autour des professionnels des marchés financiers. Et c'est ce qui motive donc leur prise de décision. Beaucoup de traders, malheureusement, des traders particuliers, ignorent ces détails et pensent que c'est ce qu'ils appellent de la bullshit ou du blabla. Mais ce n'est pas de la bullshit, ce n'est pas du blabla. Il faudrait vous intéresser à ces documents pour comprendre ce que les professionnels aussi comprennent et qu'est-ce qui pourrait motiver leurs décisions d'investissement. Aussi, dans le domaine du trading, dans l'industrie, il n'y a pas que le trading. Il y a aussi le job d'analyste financier, il y a aussi le job de journaliste financier, il y a la recherche. Donc, il y a beaucoup de choses qui pourraient aussi vous amener à vous professionnaliser, donc pour avoir une bonne intégration complète dans cette industrie et dans cette immersion, n'est-ce pas, au sein donc des professionnels. L'environnement professionnel versus amateur. Donc, beaucoup de gens, lorsqu'ils se lancent dans le trading, ils se mettent, n'est-ce pas, dans une chambre, dans un cybercafé, des choses comme ça, ou bien au salon. Enfin, ils n'ont pas un environnement, un petit bureau, un espace dédié vraiment pour faire leurs activités de trading ou pour les amener, pour les pousser vraiment à se professionnaliser, n'est-ce pas? Je ne demande pas d'acheter des 4 écrans, des sets de trading. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas le déploiement ou les infrastructures que vous mettez à votre disposition qui font de vous un trader professionnel ou pas. C'est votre attitude, la manière dont vous développez une certaine routine sur les marchés financiers. Quand vous le matin, un professionnel, quand il se réveille le matin, qu'est-ce qu'il fait? Il lit les nouvelles, il lit les news, il va s'informer pour savoir qu'est-ce qui s'est passé, et ainsi de suite. Alors que les traders particuliers, les amateurs, très souvent, quand ils se réveillent, ils vont sur les réseaux sociaux, Facebook, les distractions, et ça fait que ça les éloigne complètement de la réalité parce qu'ils sont plus abonnés à quelqu'un qui fait que de l'analyse technique, qui dessine des trucs, des épaules, tête-épaule, des bougies japonaises, et ainsi de suite, plutôt que d'aller lire des informations, d'utiliser son cerveau pour comprendre, pour décrypter et de collecter de l'information à travers les différents médias financiers que j'ai cités tout à l'heure. Donc, c'est ça l'environnement professionnel versus l'environnement, le cadre amateur. Et ça aussi, ça vous permet aussi de vous cultiver à travers la langue parce que, veut pas, l'industrie financière et économique, c'est généralement que de l'anglais. D'accord? Ça vous permet de pratiquer donc votre anglais. Dernier point, la mentalité, la philosophie et la culture des marchés financiers. Alors ça, c'est essentiel. La mentalité, la philosophie et la culture des marchés financiers se lient tout simplement à la manière dont vous abordez les marchés financiers. On a souvent l'impression que la plupart des gens sur les marchés financiers, lorsqu'ils abordent le trading pour la première fois, ils finissent par croire que le trading, c'est une question de dessin. Il faut dessiner beaucoup. Ils sont plus portés à se poser des questions lorsqu'ils voient un graphique. Est-ce que j'ai vu un biseau? Est-ce que j'ai vu un triangle? Est-ce que j'ai vu un marteau inversé? Est-ce que j'ai vu, comment on appelle ça, un W ou un V-bottom et tout ça? Ce n'est pas ça. Ce n'est pas la bonne mentalité ou la bonne culture des marchés que vous devez avoir. La culture des marchés et la mentalité et aussi la philosophie du trading, c'est de se dire quel est le meilleur deal à faire sur cet actif-là à l'instant où je regarde le prix. D'accord? Est-ce que je dois attendre que le prix se déprécie encore pour pouvoir le payer si je veux acheter? Ou est-ce que je dois attendre que le prix s'envole plus haut pour avoir une meilleure offre, un meilleur deal pour pouvoir le vendre si je veux vendre? C'est ce qu'on a appelé donc buy low, sell high. D'accord? Et ça, cette méthodologie, elle est universelle dans le domaine du trading. Je vais dire qu'il n'y a pas d'autre type de mentalité ou de culture des marchés ou d'autres philosophies à s'appréhender pour aborder
les marchés financiers. Vous devez absolument raisonner de cette manière pour pouvoir prendre les meilleures décisions possibles. Quand vous voulez acheter un marché financier, quand vous voulez acheter un actif sur les marchés financiers, il faut d'abord regarder si au moment où vous constatez le prix, est-ce que le prix est quitté depuis un certain niveau? Est-ce que ça fait longtemps que le prix se déprécie? D'accord? Et si c'est le cas, vous devez vous poser les questions. Donc, quel serait donc le meilleur deal pour chercher à l'obtenir, donc à le payer, n'est-ce pas? Et quand un actif aussi, vous voulez l'acheter et puis vous avez manqué l'opportunité, vous voyez qu'il est en train de monter, donc c'est peut-être trop tard ou bien il faudrait attendre. Il faut regarder d'abord où est-ce qu'il pourrait aller, le meilleur niveau pour chercher à le vendre. D'accord? Donc, c'est comme ça que vous devez raisonner au niveau des marchés financiers puisque c'est la seule façon c'est la seule philosophie ou mentalité ou culture de marché qui est en lien avec donc, cette maxime, comme on dit, buy low, sell high, qui vous permettra de minimiser vos erreurs, vos risques d'erreur et vos pertes, et puis de maximiser vos profits. D'accord? Un trader a toujours cette mentalité de prendre la meilleure décision avec le risque le plus bas possible. D'accord? C'est ça qui est la culture du marché. Et de ne pas perdre donc de l'argent. Parce qu'on ne trade pas pour gagner de l'argent, on trade pour ne pas en perdre. C'est ça le principe dans les marchés financiers. Donc, voici un peu ce que j'avais à vous dire sur les deux parties au niveau opérationnel et professionnel. J'espère que ça vous a enrichi. N'hésitez pas à poser des questions, à écrire des commentaires en dessous de cette vidéo et surtout à nous rejoindre dans notre canal Telegram pour voir ce que nous faisons et pourquoi pas approfondir donc vos connaissances et à vous rendre rentable. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Merci, au revoir.